Le matin du 15 juin 1944, à 8h44, le premier lieutenant Frank Tachowski était accroupi dans une péniche de débarquement Higgins à 300 mètres des plages sud de Seppan, des obus d'artillerie japonais explosant dans les vagues autour de lui. L'officier des marines de 29 ans de New Brighton, en Pennsylvanie, commandait les 40 hommes derrière lui, tous sélectionnés dans des brigades ou des unités pénitentiaires, et leur mission exigerait qu'ils opèrent seuls derrière les lignes ennemies pendant des jours contre une garnison insulaire que les services de renseignement estimaient à 30 000 soldats japonais. Le peloton d'éclaireurs-tireurs d'élite de Tachowski s'était entraîné pendant 6 mois à Kantarawa, Hawaï, mais Seppan serait leur première opération de combat et les planificateurs du corps des marines avaient calculé que les pertes d'éclaireurs-tireurs d'élite dans le théâtre du Pacifique s'élevaient en moyenne à 73%. Le peloton derrière Tachowski représentait la deuxième expérience du corps des marines avec des unités de reconnaissance d'élite. Après la sanglante bataille de Tarawa, 7 mois plus tôt, le colonel James Risley du 6e régiment de marine avait demandé l'autorisation de former un peloton spécial de reconnaissance et de tireurs d'élite. Les marines avaient perdu 994 hommes en seulement 76 heures à Tarawa. Risley croyait que de meilleurs renseignements sur les fortifications japonaises pourraient réduire ces pertes. Il avait besoin d'hommes qui pouvaient tuer en silence, cartographier les positions ennemies et survivre seuls en territoire ennemi. L'entraînement standard du corps des marines produisait d'excellents fusiliers et des troupes d'assaut. Mais Risley avait besoin de quelque chose de différent. Il avait besoin d'hommes qui pensaient par eux-mêmes, qui bafouaient les règles, qui se battaient salement. Il les a trouvés dans les détails de la punition. Les critères de recrutement de Tachowski étaient spécifiques. Quand 2 marines se battaient, le gagnant allait en prison, le perdant à l'infirmerie. Tachowski voulait le gagnant. Un homme avec un dossier disciplinaire pour bagarre avait prouvé qu'il pouvait se débrouiller au corps à corps. Le corps des marines appelait ces hommes des fauteurs de troubles. Tachowski les appelait des survivants. Pendant 2 mois au camp Tarawa, il a rassemblé 42 marines de divers détails de punition de la 2e division des marines. Le plus jeune avait 17 ans, le plus âgé 34 ans. La plupart avaient un casier judiciaire avant de rejoindre les marines. Plusieurs avaient été arrêtés pour vol, agression ou bagarre. L'un avait été boxeur professionnel. Un autre avait travaillé comme garde du corps pour un gangster de Chicago. Le corps des marines avait donné à ces hommes un choix. Prison militaire ou service de combat. Ils ont choisi le combat. L'entraînement au camp Tarawa se concentrait sur des compétences que le corps des marines réguliers n'enseignait pas. Technique de mise à mort silencieuse avec des couteaux et à main nue. Comment approcher une sentinelle par derrière et lui briser le cou sans faire de bruit? Comment se déplacer à travers la jungle sans déranger la végétation? Comment lire les cartes et les documents japonais? Comment appeler des tirs d'artillerie navale et de campagne? Le peloton s'est entraîné avec des fusils Springfield M1903 équipés de lunettes à grossissement 8. Ils ont appris à tirer à 600 mètres et à toucher une cible de la taille d'un homme. Ils se sont entraînés avec des bazookas, apprenant à détruire des chars et des positions fortifiées. Ils ont étudié les tactiques japonaises, apprenant comment l'ennemi défendait les îles et où il positionnait leurs troupes. Le peloton a également appris à voler. Les marines étaient des voleurs notoires par nécessité. Le corps des marines était la branche la moins bien équipée de l'armée américaine en 1944. Les marines recevaient des armes excédentaires de la Première Guerre mondiale, du matériel obsolète et des rations inadéquates. Pour survivre, ils volaient aux unités de l'armée et de la marine mieux approvisionnées. Les hommes de Tachowski excellaient dans le vol. Ils ont pillé les dépôts de ravitaillement de l'armée pour la nourriture, les entrepôts de la marine pour l'équipement, et ont même volé des jeeps et des camions. D'autres marines du 6e régiment les ont surnommés les 40 voleurs. Le nom est resté. En juin 1944, les 40 voleurs avaient terminé leur entraînement. Ils savaient comment se battre, comment se cacher et comment tuer sans faire de bruit. Ils avaient mémorisé les schémas de fortification japonais et étudié les photographies aériennes de Seppan. Ils comprenaient leur mission. Débarquer avec la première vague d'assaut. Pousser à l'intérieur des terres en avant de la force principale. Localiser les positions japonaises et transmettre les coordonnées par radio aux unités d'artillerie et de tir naval. Puis disparaître dans la jungle et continuer à cartographier les fortifications ennemies. Des jours entiers derrière les lignes ennemies. Pas de soutien, pas de secours en cas de capture. Les briefings de renseignement avaient été clairs sur ce qui les attendait. Seppan était le premier territoire japonais que les Américains envahiraient. L'île était considérée comme faisant partie du Japon lui-même, pas comme un territoire occupé. Les Japonais la défendraient avec une détermination suicidaire. La garnison comprenait 30 000 soldats de l'armée impériale et de la marine, ainsi que des milliers de civils armés.
L'île mesurait 22 km de long sur 8 km de large. Le mont Tapocho s'élevait à 457 mètres au centre, offrant aux Japonais des postes d'observation surplombant toutes les plages. Les Japonais avaient construit des casemates en béton, des tranchées interconnectées et des bunkers souterrains sur toute l'île. Ils avaient enregistré chaque plage et chaque vallée pour les tirs d'artillerie et de mortier. Les pertes américaines devaient dépasser 50%. Vous voulez savoir si les criminels de Tachowski ont survécu à ce qui a suivi? Veuillez cliquer sur le bouton « J'aime ». Cela aide l'algorithme à montrer cette histoire à plus de gens. Abonnez-vous pour plus d'histoires inédites. Retour à Tachowski. La rampe de la péniche de débarquement Higgins s'est abaissée dans l'eau jusqu'à la poitrine. Tachowski a mené ses hommes en avant à travers les vagues alors que les tirs de mitrailleuses soulevaient des gerbes d'eau autour d'eux. Ils ont atteint la plage à 8h47. Les mortiers japonais ont commencé à atterrir au milieu des vagues d'assaut. Des hommes sont morts dans les vagues, sur le sable, au niveau du mur de protection. Le peloton de Tachowski s'est rapidement déplacé à l'intérieur des terres. Leurs ordres étaient simples. Continuez à avancer. Trouvez les Japonais. Transmettez leur position par radio. Restez en vie. À 9h30, ils avaient poussé de 300 mètres à l'intérieur des terres, plus loin que n'importe quelle autre unité de marine sur la plage. Ils se sont retrouvés seuls en territoire ennemi, avec 30 000 soldats japonais quelque part dans la jungle devant eux. La nuit tomberait dans 9 heures. C'est là que leur véritable mission commencerait. Les 40 voleurs se sont déplacés à travers une végétation de jungle dense, à 50 mètres l'un de l'autre, maintenant un contact visuel grâce à des signaux manuels que Tachowski avait développés pendant l'entraînement. La tactique standard des marines exigeait que les unités restent ensemble, avancent en formation et maintiennent un contact radio avec le commandement. Les ordres de Tachowski étaient différents. Son peloton opérait de manière indépendante, signalant les positions ennemies, mais prenant ses propres décisions tactiques. Aucune autre unité de marine à Seppan n'avait cette autorité. À 10h15, le sergent Bill Canup a repéré la première position japonaise. Une casemate en béton construite à flanc de crête avec des champs de tir croisés couvrant la vallée en contrebas, où la 2e division des marines avancerait plus tard dans l'après-midi. La casemate abritait une mitrailleuse lourde de type 92 avec un équipage de 7 hommes. Les Japonais avaient camouflé la position avec de la végétation et l'avaient positionnée pour rester invisible de la plage. Les unités d'assaut des marines avançant dans la vallée tomberaient directement dans la zone de la mort. La carte de Tachowski montrait 3 routes possibles pour l'avancée des marines. La mitrailleuse japonaise couvrait les 3. Détruire la position sauverait des dizaines, voire des centaines de vies de marines, mais l'attaquer révélerait la position des 40 voleurs et compromettrait leur mission de reconnaissance. Tachowski a pris sa décision en 30 secondes. Le peloton avait transporté un bazooka spécifiquement pour des situations comme celle-ci. Le soldat Marvin Strombo s'est positionné à 80 mètres de la casemate pendant que le reste du peloton assurait la sécurité. À 10h32, Strombo a tiré une roquette. La roquette a frappé la meurtrière de la casemate et a explosé à l'intérieur. L'explosion a tué instantanément tout l'équipage japonais. Avant que la fumée ne se dissipe, le peloton de Tachowski s'était déjà déplacé de 300 mètres plus profondément dans la jungle. Ils n'ont laissé aucune trace de leur présence, à l'exception de la casemate détruite. Lorsque les unités de la 2e division des marines ont avancé dans la vallée 4 heures plus tard, elles n'ont rencontré aucun tir de mitrailleuse de ces crêtes. À midi, les 40 voleurs avaient identifié et cartographié 17 positions japonaises, lignes de mitrailleuses, 4 fosses de mortier, 3 postes d'observation d'artillerie et 2 zones de stockage de munitions. Tachowski a transmis les coordonnées par radio au quartier général du régiment en utilisant des protocoles de transmission codés. En 20 minutes, les tirs d'artillerie navale des destroyers au large ont commencé à frapper les cibles. Les 40 voleurs ont observé depuis des positions dissimulées comment les obus de 5 pouces démolissaient les fortifications japonaises qu'ils avaient marquées 30 minutes plus tôt. C'était leur mission. Trouver l'ennemi, le marquer pour la destruction et passer à autre chose avant que les Japonais ne réalisent ce qui se passait. L'avancée du peloton les a menés à 3 km à l'intérieur des terres au début de l'après-midi, bien en avant de toute autre unité américaine. Ils se sont déplacés à travers un terrain que les marines n'atteindraient pas avant 3 jours. Tous les 100 mètres révélaient de nouvelles positions japonaises. L'île était plus lourdement fortifiée que les renseignements ne l'avaient estimé. Tachowski a compté plus de 200 soldats ennemis dans une seule vallée, retranchés dans des positions qui prendraient des jours d'assaut frontal à capturer. Mais avec des coordonnées précises, les tirs d'artillerie navale pourraient détruire ces positions en quelques minutes. Les 40 voleurs étaient en train de changer la façon dont le corps des marines se battait.
À 15h40, le peloton a découvert quelque chose d'inattendu. Une zone de rassemblement de bataillons de chars japonais. 37 chars moyens de type 97 étaient sous des filets de camouflage dans un bosquet au nord de Charankanoa. Les renseignements des marines avaient estimé que les Japonais possédaient peut-être une douzaine de chars à Seppan. Les 40 voleurs venaient d'en trouver 3 fois plus en un seul endroit. Les chars représentaient la menace la plus sérieuse pour la tête de pont américaine. La doctrine japonaise prévoyait des attaques de chars massifs la nuit, lorsque les tirs d'artillerie navale américains seraient moins efficaces. Si ces 37 chars attaquaient la plage après la tombée de la nuit, ils pourraient potentiellement percer les lignes des marines et atteindre les zones de ravitaillement vulnérables. Tachowski a immédiatement transmis les coordonnées par radio. La réponse du quartier général est revenue en 8 minutes. L'artillerie navale était déjà engagée, soutenant des unités de marine clouées au sol près de la plage. Les frappes aériennes étaient engagées sur d'autres cibles. L'artillerie était encore en cours de déchargement des navires. Aucune ressource n'était disponible pour frapper le bataillon de chars avant au moins 4 heures. D'ici là, il ferait nuit et les chars se seraient probablement déplacés. Tachowski a regardé les 37 chars et a fait un calcul. Son peloton transportait 6 bazookas, 6 roquettes par bazooka, 36 roquettes au total, 37 chars. Le calcul était presque parfait. La décision violait tous les principes tactiques enseignés par le corps des marines. Une unité de 40 hommes n'attaque pas un bataillon de chars. Mais Tachowski n'avait pas recruté des marines qui suivaient les principes. Il avait recruté des hommes qui se battaient salement et survivaient. À 16h15, il a donné l'ordre de se préparer à l'assaut. Les 40 voleurs allaient attaquer le bataillon de chars eux-mêmes. S'ils réussissaient, ils empêcheraient une catastrophe potentielle sur la tête de pont. S'ils échouaient, 40 hommes mourraient, et personne ne saurait jamais ce qui leur était arrivé dans ce bosquet de la jungle. Strombo a vérifié son bazooka et a compté ses roquettes. 6 tirs pour tuer 6 chars. Ensuite, ce serait un combat rapproché. Tachowski a positionné ses 6 équipes de bazooka en demi-cercle autour de la zone de rassemblement des chars, les espaçant de 40 mètres pour maximiser la couverture. Chaque équipe se composait d'un tireur et d'un chargeur. Le plan était simple. Frapper autant de chars que possible dans les 30 premières secondes, puis se retirer dans la jungle avant que l'infanterie japonaise ne puisse réagir. Les marines savaient qu'ils ne détruiraient pas les 37 chars, mais même en neutraliser 10 ou 15 réduirait considérablement la menace pour la tête de pont. À 16h25, alors que les équipes se mettaient en position, quelque chose a changé. Les chars japonais ont démarré leurs moteurs. Le son de 37 moteurs diesel rugissant simultanément a résonné dans la jungle. Les équipages de chars japonais sont sortis de leurs abris camouflés et ont grimpé sur leurs véhicules. Des officiers criaient des ordres. Des unités d'infanterie ont commencé à se former autour des chars. Ce n'était pas un mouvement de repositionnement. C'était une préparation à l'attaque. Tachowski a vérifié sa montre. 16h28, le coucher du soleil était à 19h12. Les Japonais se préparaient à un assaut au crépuscule, plutôt que ne l'avaient prédit les services de renseignement des marines. Toute la force ennemie était maintenant en alerte et s'organisait pour le combat. La fenêtre pour une attaque surprise s'était refermée. Tachowski a pris une nouvelle décision. Son peloton suivrait le bataillon de chars et rendrait compte de ses mouvements. Attaquer maintenant n'accomplirait rien d'autre que de faire tuer ses hommes. Mais suivre les chars et fournir des coordonnées en temps réel permettrait aux unités de marine sur la plage de préparer leur défense. Il a transmis par radio au quartier général des informations actualisées. Bataillon de chars ennemis se mobilisant pour l'attaque. Heure d'arrivée estimée sur les lignes américaines entre 19h et 20h. La réponse est revenue immédiatement. Maintenez l'observation. N'engagez pas. Continuez de rendre compte. Le bataillon de chars a commencé à se déplacer à 17h07. Ils ont avancé en 2 colonnes le long de routes parallèles vers la côte. Des unités d'infanterie japonaises se déplaçaient aux côtés des chars, environ 1000 soldats au total. C'était un assaut majeur, pas une attaque de sondage. Les Japonais avaient l'intention de percer les lignes des marines et d'atteindre les plages avant la tombée de la nuit. S'ils réussissaient, ils pourraient détruire les dépôts de ravitaillement, les positions d'artillerie et les postes de commandement. Toute l'invasion américaine pourrait s'effondrer en une seule soirée. Les 40 voleurs ont suivi la formation ennemie, restant à 200 mètres sur le flanc et utilisant la couverture de la jungle pour se dissimuler. Toutes les 10 minutes, Tachowski transmettait par radio des coordonnées actualisées montrant la position et la direction du mouvement de l'ennemi. Les unités de marine sur la plage ont commencé à se repositionner pour faire face à la menace. Des bazookas ont été distribués aux unités de première ligne.
Les chars Sherman du 2e bataillon de chars des marines ont avancé. Les batteries d'artillerie ont ajusté leur point de visée. Toute la 2e division des marines s'est préparée à recevoir une attaque de chars massive. À 18h15, à environ 1,5 km de la plage, la formation japonaise s'est arrêtée. Les officiers se sont réunis pour une conférence. Tachowski les a observés à travers des jumelles à 300 mètres de distance. Les Japonais se disputaient à propos de quelque chose. Un officier a pointé du doigt la côte. Un autre a fait un geste vers le nord. Un 3e officier a déroulé une carte. La conférence a duré 11 minutes. Finalement, les officiers sont retournés à leurs unités et la formation a changé de direction. Au lieu de continuer tout droit vers la plage, les chars ont viré au nord. La manœuvre a surpris Tachowski. Les cartes des services de renseignement des marines ne montraient aucune cible de valeur dans cette direction. La zone était principalement de la jungle et un terrain accidenté. Mais les Japonais avaient clairement un objectif précis. La formation a avancé d'un autre kilomètre vers le nord, puis a de nouveau viré à l'ouest vers la côte. À 19h05, alors que le soleil touchait l'horizon, Tachowski a compris leur plan. Les Japonais n'attaquaient pas la tête de pont principal. Ils visaient l'intervalle entre la 2e division des marines et la 4e division des marines. Une percée réussie là-bas couperait les forces américaines en deux. Tachowski a transmis l'avertissement par radio, mais les Japonais avaient parfaitement choisi leur moment. Le crépuscule tombait. Les communications radio sont devenues difficiles alors que les unités de marine changeaient de fréquence pour les opérations de nuit. Les batteries d'artillerie étaient en plein ravitaillement en munitions. Les chars Sherman faisaient le plein. L'intervalle entre les divisions n'était défendu que par 2 compagnies de marine, environ 340 hommes, contre 37 chars et 1000 fantassins japonais. À 19h23, l'attaque japonaise a commencé. Les 40 voleurs ont observé depuis un terrain élevé comment les chars ennemis avançaient dans le crépuscule. Les positions défensives des marines ont éclaté de tirs de bazooka. Les 3 premiers chars japonais ont explosé en flammes, mais 34 autres ont continué d'avancer. L'infanterie japonaise a chargé derrière les chars, criant et tirant. Les marines ont reculé de leur position initiale. La percée japonaise réussissait. En 15 minutes, les chars ennemis atteindraient la plage. Tachowski a regardé ces 6 bazookas et les 34 chars en contrebas. Puis il a vu quelque chose qui a tout changé. Un char japonais s'était séparé de la formation principale et se dirigeait directement vers le poste de commandement du 6e régiment de marine, où le colonel Risley coordonnait toute la réponse de la division. Le char de type 97 s'est déplacé dans l'obscurité à environ 24 km/h, suivant un ravin qui menait directement à l'emplacement du poste de commandement. Le commandant de char japonais avait identifié une faiblesse dans les défenses des marines. Un intervalle de 200 mètres où le terrain de la jungle empêchait le positionnement facile d'armes anti-chars. Si le char atteignait le poste de commandement, il pourrait détruire l'équipement radio, tuer les officiers supérieurs et paralyser toute la réponse du régiment à l'attaque principale. Le colonel Risley et son état-major se trouvaient à environ 400 mètres, complètement inconscients de la menace qui approchait. Tachowski avait peut-être 3 minutes pour agir. Il a attrapé le soldat Herbert, le meilleur tireur de bazooka du peloton, et avait détruit 6 cibles pendant l'entraînement au Kantarawa sans manquer un seul tir. Mais les cibles d'entraînement ne bougeaient pas, ne ripostaient pas et n'avaient pas de blindage conçu pour dévier les roquettes. Le blindage frontal du type 97 était de 50 mm d'épaisseur, assez pour potentiellement dévier une roquette de bazooka tirée sous un mauvais angle, et aurait besoin d'un tir de flanc parfait pour garantir la pénétration. Tachowski et Hay ont dévalé la pente en courant, se précipitant pour intercepter le char avant qu'il n'atteigne le poste de commandement. Ils ont atteint une position à 30 mètres de la trajectoire prévue du char à 19h31, et s'est couché et a visé le bazooka. Le char est sorti du ravin 20 secondes plus tard. Sa tourelle tournait, cherchant des cibles. Le commandant se tenait dans l'écoutille ouverte, scrutant l'obscurité avec des jumelles. Et attendu. Un char en mouvement était plus difficile à toucher qu'un char à l'arrêt. Il avait besoin du moment parfait. Le char a continué d'avancer. 25 mètres, 20 mètres, 15 mètres. Puis il s'est arrêté. Le moteur tournait au ralenti. Le commandant vérifiait sa carte, essayant de confirmer sa position, et a tiré à 19h32. La roquette a frappé le côté gauche du char, juste en dessous de l'anneau de la tourelle, là où le blindage était le plus fin. La charge creuse a pénétré et a explosé à l'intérieur du compartiment de l'équipage. L'explosion a tué les 4 membres de l'équipage instantanément. Les munitions du char ont explosé 6 secondes plus tard et tout le véhicule a pris feu.
La boule de feu a illuminé la jungle sur 300 mètres dans toutes les directions. L'infanterie japonaise qui avançait à proximité a vu l'explosion et a supposé qu'elle avait rencontré une position défensive majeure des marines. Ils ont redirigé leur assaut loin du poste de commandement et vers ce qu'ils pensaient être une menace plus importante. Le tir de bazooka de Tachowski avait accompli plus que la destruction d'un seul char. Il avait par inadvertance détourné tout un bataillon d'infanterie japonais du point le plus vulnérable des défenses de marine. Le poste de commandement est resté en sécurité. Le colonel Risley a continué de coordonner la réponse de la division sans interruption. Mais l'éclair de bouche du bazooka avait révélé la position de Tachowski à tous les soldats japonais dans un rayon de 500 mètres. Les tirs de mitrailleuses ennemies ont commencé à balayer la zone où se trouvaient les 40 voleurs. Des obus de mortier ont commencé à tomber. Le peloton a dû se retirer immédiatement ou risquer d'être submergé. Le retrait à travers la jungle dans l'obscurité, sous le feu, a mis à l'épreuve tout ce pourquoi les 40 voleurs s'étaient entraînés. La procédure standard exigeait que les unités restent ensemble et se déplacent en groupe, mais le terrain de la jungle et le feu ennemi ont rendu cela impossible. Le peloton s'est divisé en petites équipes de 4 ou 5 hommes, se déplaçant indépendamment vers des points de ralliement prédéterminés. Des patrouilles japonaises étaient partout, à la recherche des marines qui avaient détruit leurs chars. Plusieurs fois, des équipes des 40 voleurs se sont retrouvées à quelques mètres des soldats ennemis. Elles ont compté sur le mouvement silencieux et la dissimulation plutôt que sur l'engagement. Une fusillade aurait révélé leur position et attiré une réponse ennemie écrasante. L'équipe du soldat Strombo a rencontré une patrouille japonaise à 20h05. Cette soldats ennemis se déplaçant dans la jungle, cherchant avec des lampes de poche. Strombo et 3 autres marines sont restés immobiles dans le sous-bois alors que la patrouille passait à moins de 3 mètres de leur position. Un soldat japonais s'est arrêté et a regardé directement l'endroit où Strombo se cachait. Le marine a retenu son souffle. Le soldat japonais est resté là pendant 43 secondes, regardant dans l'obscurité. Finalement, il a continué son chemin. La patrouille a continué sans détecter les Américains. À 21h, environ la moitié des 40 voleurs avaient atteint le point de ralliement principal, une petite clairière à 600 mètres derrière les lignes des marines. Tachowski a compté 23 hommes. 17 manquaient toujours. Ils pouvaient être morts, capturés ou simplement perdus dans l'obscurité. La procédure standard des marines exigeait que les unités attendent au point de ralliement jusqu'à 2 heures pour le personnel manquant. Mais le point de ralliement était trop proche des positions japonaises. Des patrouilles ennemies fouillaient activement la zone. Tachowski a pris la décision de ramener le groupe rassemblé aux lignes des marines et d'envoyer de petites équipes de sauvetage à la recherche des hommes manquants après l'aube. Le groupe s'est dirigé vers les positions amies à 21h17. Ils se sont approchés des lignes des marines avec précaution, sachant que les sentinelles nerveuses tiraient souvent sur tout ce qui bougeait dans l'obscurité. Tachowski a utilisé le signal de reconnaissance préarrangé, 3 sifflets courts suivis de 2 longs. Les sentinelles des marines les ont interpellés. Tachowski a répondu avec le mot de passe correct. Les 40 voleurs ont traversé le territoire ami à 21h41. 23 hommes étaient rentrés. 17 étaient toujours là-bas, quelque part dans le noir. L'attaque de chars japonais s'est poursuivie toute la nuit. Les positions défensives des marines le long de la plage ont signalé des blindés ennemis sondant leurs lignes jusqu'à 3h14. Les bazookas américains ont détruit 11 chars. Les chars Sherman du 2e bataillon de chars des marines en ont détruit 9 de plus. Les tirs d'artillerie en ont neutralisé 7 autres. À l'aube du 16 juin, les Japonais avaient perdu 27 de leurs 37 chars. L'attaque avait échoué, mais elle avait coûté cher aux marines. Le 2e bataillon du 6e marine a signalé 78 pertes. La compagnie F du 2e marine a eu 19 tués ou blessés. L'intervalle entre les divisions avait tenu, mais de justesse. Tachowski a rassemblé des équipes de recherche à la première lueur. Chaque équipe se composait de 4 hommes avec l'ordre de localiser les 17 marines manquants et de revenir avant midi. Les équipes sont retournées dans la jungle à 6h30, retraçant l'itinéraire du peloton de la veille au soir. Ils ont trouvé le premier corps à 7h05. Le soldat Donald Evans avait reçu 2 balles dans la poitrine, probablement pendant le retrait sous le feu. Il était mort sur le coup. Ses plaques d'identité manquaient. Les Japonais collectaient souvent les plaques d'identité américaines comme des trophées. L'équipe a enterré Evans dans une tombe peu profonde, marquée de son fusil et de son casque. La 2e équipe a trouvé 3 autres corps à 8h20. Ces marines avaient été capturés vivants, puis exécutés. Leurs mains étaient liées dans leur dos. Ils avaient été baïonnettés. Les forces japonaises à Seppan prenaient rarement de prisonniers.
L'armée impériale considérait la reddition comme déshonorante et tendait ce mépris aux soldats ennemis qui se rendaient. Mais ces 3 marines ne s'étaient pas rendus. Ils avaient été blessés, capturés et assassinés. L'équipe de recherche a signalé la découverte à Tachowski par radio. Il leur a ordonné de continuer à chercher les 13 hommes manquants restants. À 10 heures, les équipes de recherche avaient localisé 6 des marines manquants vivants. Ils s'étaient séparés pendant le retrait nocturne, mais avaient réussi à échapper aux patrouilles japonaises et à atteindre les lignes des marines à différents endroits. Cela portait le décompte à 29 hommes retrouvés. 13 manquaient toujours. À 11h15, l'une des équipes de recherche a établi un contact radio. Ils avaient trouvé 5 autres marines cachées dans un système de grottes à environ 1,5 km derrière les lignes japonaises. Les marines étaient en vie, mais clouées au sol par des patrouilles ennemies. Ils ne pouvaient pas bouger sans être détectés. Tachowski a dû prendre une autre décision. Il pouvait demander un soutien d'artillerie pour créer une diversion, permettant aux marines piégées de s'échapper. Mais les tirs d'artillerie alerteraient les Japonais de l'intérêt américain pour cet endroit spécifique, ce qui pourrait conduire à une augmentation des patrouilles et rendre les futures tentatives de sauvetage impossibles. Ou ils pouvaient envoyer une équipe de sauvetage immédiatement, comptant sur la furtivité et la vitesse pour extraire les hommes piégés avant que les forces japonaises ne puissent réagir. La première option était plus sûre, mais plus lente. La deuxième option était plus rapide mais plus risquée. Tachowski a choisi la vitesse. Il a rassemblé une équipe de sauvetage de 6 hommes et est parti à 11h47. L'équipe a atteint le système de grotte à 12h33. Les 5 marines piégées étaient épuisées et déshydratées, mais indemnes. Ils avaient passé la nuit à écouter les patrouilles japonaises passer à quelques mètres de leur cachette. Un marine avait le paludisme et avait une fièvre de 39,4 degrés Celsius. Un autre avait la dysenterie et pouvait à peine marcher. L'équipe de sauvetage a distribué de l'eau et des fournitures médicales, puis s'est préparée à partir. L'extraction exigeait que l'équipe parcourt 1,5 km à travers un territoire contrôlé par les Japonais en plein jour. La tactique standard des marines prévoyait de se déplacer dans l'obscurité, mais les marines piégées ne pouvaient pas survivre 12 heures de plus en soins médicaux. Le cas de fièvre nécessitait une évacuation immédiate. Le cas de dysenterie était gravement déshydraté. Tachowski a décidé de se déplacer immédiatement et de compter sur la vitesse plutôt que sur la dissimulation. Le groupe combiné de 11 marines a commencé à se déplacer vers les lignes amies à 13h05. Ils ont parcouru 400 mètres avant de rencontrer une patrouille japonaise. 20 soldats ennemis se déplaçant dans la jungle en formation de recherche standard. Les marines avaient 2 choix. Se cacher et espérer que la patrouille passe sans les détecter, ou tendre une embuscade à la patrouille et éliminer la menace. Se cacher risquait la découverte. Tendre une embuscade risquait d'attirer plus de troupes japonaises pour enquêter sur les tirs. Tachowski a choisi l'embuscade. L'effet de surprise donnerait aux marines un bref avantage. S'ils pouvaient éliminer toute la patrouille en 30 secondes avant que quiconque puisse tirer ou appeler à l'aide par radio, ils pourraient s'échapper sans être détectés. Les marines se sont positionnés dans une formation d'embuscade classique en forme de L. 8 hommes le long de la ligne de marche de la patrouille. 3 hommes à l'extrémité du L pour attraper quiconque essaierait de s'échapper. Les Japonais sont entrés directement dans la zone de la mort à 13h23. Tachowski a donné le signal. 11 marines ont ouvert le feu simultanément. La patrouille japonaise a été détruite en 7 secondes. 20 soldats ennemis tués. Pas de survivants, pas de transmission radio. Mais les tirs avaient été entendus à au moins un demi-mille dans toutes les directions. Les unités japonaises de toute la zone convergeraient vers cet endroit en quelques minutes. Les marines se sont déplacés en courant, abandonnant la furtivité pour la vitesse. Derrière eux, des voix japonaises criaient des ordres. Des sifflets ont retenti. Le son des unités ennemies se mobilisant a résonné dans la jungle. Tachowski a estimé qu'ils avaient peut-être 5 minutes avant que les forces japonaises ne les encerclent. La position défensive des marines la plus proche se trouvait à 800 mètres, à travers un terrain découvert offrant une couverture minimale. Parcourir cette distance tout en transportant 2 marines malades prendrait au moins 12 minutes. Les mathématiques étaient claires. Les Japonais les rattraperaient avant qu'ils n'atteignent la sécurité. À 13h29, les marines ont rencontré un problème inattendu. Le terrain devant eux plongeait dans un ravin escarpé de 12 mètres de profondeur avec des parois presque verticales. Contourner ajouterait 15 minutes à leur itinéraire. Descendre et remonter les ralentirait considérablement. Mais rester sur la crête signifiait un contact certain avec les forces japonaises qui les poursuivaient. Tachowski a choisi le ravin. Les marines ont dévalé la pente, à moitié glissant et à moitié grimpant, soutenant les 2 hommes malades entre eux. Ils ont atteint le fond à 13h33.
Des soldats japonais sont apparus sur la crête au-dessus, 2,60 secondes plus tard. Les Japonais ont ouvert le feu depuis des positions élevées, tirant vers le bas dans le ravin. Des balles ont ricoché sur les rochers. Un marine a été touché à la jambe. Un autre a reçu des éclats d'obus d'une grenade qui a explosé au fond du ravin. Les marines ont riposté tout en continuant à se déplacer, utilisant des rochers et de la végétation pour se couvrir. Le ravin les canalisait dans une seule direction, éliminant les options tactiques. Ils ne pouvaient qu'avancer et espérer atteindre l'autre extrémité avant que les Japonais ne descendent et ne les engagent au corps à corps. À 13h38, ils ont repéré le problème. Le ravin se terminait en une impasse. Pas de sortie. Les marines étaient piégées. Des soldats japonais ont commencé à descendre dans le ravin depuis plusieurs points, se déplaçant pour encercler les Américains piégés. Tachowski a compté au moins 40 soldats ennemis visibles et d'autres arrivaient chaque minute. Ces 11 marines avaient peut-être 200 cartouches au total entre eux. Les 2 marines malades ne pouvaient pas se battre efficacement. Cela laissait 9 hommes aptes au combat contre une force qui augmentait rapidement. Le soutien de l'artillerie était impossible car les marines étaient trop proches des positions japonaises. Les frappes aériennes ne pouvaient pas être appelées sans risquer de toucher des forces amies. Les 40 voleurs étaient seuls. Tachowski a remarqué quelque chose que les Japonais avaient manqué. La paroi arrière du canyon n'était pas de la roche solide. La végétation qui poussait à la base suggérait une infiltration d'eau, ce qui signifiait une fissure dans la pierre. Il a envoyé 2 marines pour enquêter pendant que le reste de l'équipe établissait des positions défensives. Les 2 marines sont revenus à 13h44. Il y avait une ouverture étroite derrière la végétation, à peine assez large pour qu'un homme puisse s'y faufiler. Au-delà de l'ouverture, la fissure s'élargissait en un passage qui semblait mener vers le haut à travers la roche. Les marines ont commencé à se déplacer à travers l'ouverture un par un, poussant les 2 hommes malades en premier. Le passage était si étroit que les hommes devaient enlever leurs sacs et les traîner derrière eux. Il faisait complètement noir à l'intérieur. Ils se déplaçaient au toucher, suivant le marine devant. Le passage montait en pente raide à travers la roche solide. Derrière eux, ils pouvaient entendre les soldats japonais entrer dans le canyon, s'appelant les uns les autres alors qu'ils cherchaient les Américains qui avaient apparemment disparu. Le passage a émergé de l'autre côté de la crête à 14h07, à 400 mètres de l'endroit où ils étaient entrés. Les marines se sont retrouvés derrière les lignes japonaises, mais avec l'ennemi concentré sur la fouille du ravin en contrebas. Ils se sont rapidement dirigés vers les positions des marines, parcourant les 600 derniers mètres en 8 minutes. Ils se sont approchés des lignes amies en utilisant les signaux de reconnaissance appropriés et ont traversé le territoire tenu par les Américains à 14h23. Les 11 marines ont atteint la sécurité. Les 2 hommes malades ont été immédiatement évacués vers les postes médicaux. Cela portait le décompte total à 34 marines retrouvées. 8 manquaient toujours. Au cours de la journée, 3 autres ont été retrouvés vivants et ont réussi à échapper à la capture et à atteindre les lignes des marines de manière indépendante. 2 autres corps ont été découverts par des unités de marine en progression. Il restait donc 3 marines toujours portés disparus à la tombée de la nuit, le 16 juin. Ils ont été officiellement portés disparus au combat. Les 40 voleurs avaient perdu au moins 6 hommes tués au cours de leurs premières 48 heures à Sepang. 3 autres étaient portés disparus et présumés morts. Cela représentait un taux de perte de 22%. Malgré les pertes, le peloton avait accompli sa mission. Ils avaient identifié plus de 200 positions japonaises, appelées des coordonnées qui ont détruit des dizaines de fortifications ennemies, empêché un char d'atteindre le poste de commandement du régiment et fourni des renseignements cruciaux sur les mouvements ennemis. Le colonel Riesler a envoyé un message à Tachowski. À 18h, les 40 voleurs auraient une nuit pour se reposer, se réapprovisionner et intégrer des remplaçants. À l'aube du 17 juin, ils retourneraient dans la jungle. Cette fois, leur mission les emmènerait encore plus profondément derrière les lignes ennemies. La garnison japonaise de Sepang comptait encore environ 29 000 soldats. Les 40 voleurs étaient maintenant 37 hommes. À 5h30 le 17 juin, les 40 voleurs ont quitté les lignes des marines dans l'obscurité totale. Leur objectif était un système de crête à 5 km à l'intérieur des terres que les services de renseignement des marines pensaient contenir des positions d'artillerie japonaises. Ces canons bombardaient les positions américaines sans interruption depuis 2 jours, tuant des dizaines de marines et perturbant les opérations de ravitaillement. La reconnaissance aérienne ne pouvait pas localiser les canons car les Japonais les avaient camouflés à l'intérieur de grottes. Seule une reconnaissance au sol pouvait les trouver. La mission exigeait que les 40 voleurs pénètrent plus profondément derrière les lignes ennemies qu'aucune unité américaine n'était allée à Sepang. Le peloton s'est déplacé en silence complet, utilisant des signaux manuels pour communiquer.
Ils ont parcouru le premier kilomètre en 47 minutes sans rencontrer de patrouille japonaise. Le deuxième kilomètre a pris plus de temps car le terrain est devenu de plus en plus difficile. Des pentes abruptes, une végétation dense et un sol rocheux ont ralenti leur progression. Ils ont atteint le système de crête cible à 8h15 et ont commencé une reconnaissance systématique. La crête s'étendait sur environ 3 km et s'élevait à 180 mètres au-dessus de la jungle environnante. Les positions japonaises étaient partout. Tashki a compté 8 entrées de grottes assez grandes pour cacher des pièces d'artillerie. Les grottes étaient reliées par des tunnels qui permettaient aux Japonais de déplacer les canons entre les positions, de tirer plusieurs obus, puis de se repositionner avant que le contre-feu américain ne puisse répondre. Cela expliquait pourquoi l'artillerie des marines n'avait pas réussi à détruire les canons ennemis. Ils tiraient sur des positions que les Japonais avaient déjà abandonnées. Trouver les canons n'était qu'une partie de la mission. Les 40 voleurs devaient également cartographier le système de tunnels afin que les unités d'assaut des marines sachent comment attaquer lorsqu'elles atteindraient cette zone. Cartographier les tunnels nécessitait 10 entrées. À 9h40, le caporal Roscoe Mullins et le soldat Strongbow se sont portés volontaires pour pénétrer dans le système de grottes pendant que le reste du peloton assurait la sécurité à l'extérieur. Les 2 marines sont entrés dans la plus grande ouverture de grotte et se sont déplacés dans l'obscurité en utilisant de petites lampes de poche protégées pour empêcher que la lumière ne soit visible à plus de quelques mètres. La grotte s'étendait sur 60 mètres dans la crête avant de se diviser en plusieurs passages. Ils pouvaient entendre des voix japonaises résonner de quelque part plus profondément dans le système. De l'eau gouttait du plafond. L'air sentait la poudre et les déchets humains. Ils ont trouvé la première pièce d'artillerie à 10h12. Un obusier de 105 mm de type 91, positionné à 9 mètres à l'intérieur d'un passage latéral, avec des munitions stockées dans des recoins creusés dans les parois rocheuses. L'équipage du canon était absent, dormant probablement dans une autre section du système de grotte. Mullins et Strongbow ont marqué l'emplacement sur leur carte et ont continué plus profondément. Ils ont découvert 2 autres canons dans les 40 minutes suivantes, ainsi qu'un poste de commandement, un magasin de munitions contenant environ 2000 obus et des dortoirs pour au moins 60 soldats. Le système de tunnel était bien plus étendu que les renseignements ne l'avaient estimé. À 11h03, ils ont entendu des soldats japonais approcher. Mullins et Strongbow avaient peut-être 15 secondes pour se cacher avant d'être découverts. Ils se sont pressés dans une petite alcôve et sont restés immobiles alors qu'une douzaine de soldats ennemis passaient, conversant en japonais. Les soldats sont passés à moins d'1 mètre sans détecter les Américains. Après le passage de la patrouille, les 2 marines ont décidé de sortir du système de grotte. Ils avaient recueilli suffisamment de renseignements. Rester plus longtemps risquait la capture ou la découverte. Ils sont sortis à 11h27 et ont rejoint le peloton. Tashki a examiné leur carte. Le système de tunnel reliait les 8 entrées de grotte et contenait au moins 6 pièces d'artillerie, peut-être plus. La tactique d'assaut standard des marines échouerait contre cette position. L'infanterie ne pouvait pas prendre d'assaut les grottes car des mitrailleuses couvraient toutes les entrées. Les tirs d'artillerie seraient inefficaces car les grottes étaient trop profondes. La seule solution était de sceller les entrées, piégeant les Japonais à l'intérieur, puis de détruire systématiquement chaque position scellée avec des explosifs. Mais cela nécessitait des ingénieurs des marines avec des explosifs, et ces unités étaient encore à des jours d'atteindre cette zone. À 12h15, le peloton a commencé à se déplacer vers son objectif secondaire, la ville de Garapan, la capitale administrative de Sepang avant la guerre. Les services de renseignement des marines voulaient savoir si les forces japonaises défendaient la ville ou si elles s'étaient retirées vers des positions plus défendables à l'intérieur des terres. Atteindre Garapan nécessitait de traverser 6,5 km de territoire contrôlé par l'ennemi en plein jour. Mais les 40 voleurs avaient opéré sans être détectés pendant plus de 30 heures. Tachowski pensait qu'il pouvait accomplir une mission de reconnaissance de plus avant de se retirer vers les lignes des marines. Ils se sont approchés de Garapan par l'est à 15h40. La ville avait été lourdement bombardée par des avions américains et pilonnée par l'artillerie navale. La plupart des bâtiments étaient détruits ou endommagés. Mais les 40 voleurs pouvaient voir des soldats japonais se déplacer dans les ruines, indiquant que l'ennemi maintenait toujours une présence. Tachowski avait besoin d'une reconnaissance plus rapprochée pour déterminer la force et les positions ennemies. À 16h05, il a pris une décision qui allait devenir légendaire dans l'histoire du corps des marines. 5 marines entreraient dans Garapan en plein jour, effectueraient une reconnaissance et reviendraient avec des renseignements. La mission était pratiquement suicidaire, mais c'était aussi exactement le genre d'opération pour laquelle les 40 voleurs avaient été créés. Tachowski a sélectionné 4 marines pour la reconnaissance de Garapan. Strongbow, Mullins, le caporal Ira et le soldat Don Evans. 5 hommes au total,
y compris lui-même. Ils ont enlevé tout équipement qui pourrait faire du bruit, gourdes, munitions supplémentaires, grenades. Ils ne portaient que des fusils, des couteaux et des armes de poing. À 16h23, ils se sont dirigés vers le bord de Garapan. Les ruines offraient une excellente couverture, mais cachaient aussi des positions japonaises. Chaque bâtiment détruit pouvait cacher des soldats ennemis. Chaque tas de décombres pouvait être une position défensive. Ils sont entrés dans la ville à 16h41, se déplaçant dans les ruelles et restant dans l'ombre. Les soldats japonais étaient partout. Les marines ont compté au moins 200 soldats ennemis visibles dans le centre-ville, avec probablement des centaines d'autres dans les bâtiments environnants. Les Japonais ne défendaient pas Garapan comme une position fortifiée. Ils l'utilisaient comme une zone de rassemblement pour des contre-attaques contre les forces américaines. La distinction était importante. Les commandants de marine prévoyant d'attaquer Garapan devaient savoir qu'ils affronteraient des unités ennemies mobiles plutôt que des fortifications fixes. À 17h08, Tachovski a repéré quelque chose d'inattendu. 5 vélos appuyés contre un bâtiment partiellement détruit. Des vélos militaires japonais du type que les officiers utilisaient pour se déplacer entre les positions. Une idée s'est immédiatement formée. 5 vélos, 5 marines. Ils pourraient effectuer leur reconnaissance en traversant la ville à vélo, comme des soldats japonais se déplaçant entre les positions. Dans le chaos et la destruction de Garapan, 5 hommes à vélo attiraient moins l'attention que 5 hommes à pied essayant de se cacher. Le plan était audacieux et violait complètement les procédures de reconnaissance standard. Tachovski l'a approuvé instantanément. Les marines ont pris les vélos et ont commencé à traverser Garapan à 17h15. Ils se sont déplacés avec désinvolture, n'essayant pas de se cacher. Juste 5 soldats à vélo naviguant à travers les ruines. Les troupes japonaises les ont ignorés. Certains ont fait des signes de la main, d'autres ont crié des salutations en japonais que les marines ne comprenaient pas, mais auxquels ils ont répondu par des gestes de la main. Pendant 43 minutes, les 40 voleurs ont traversé la capitale ennemie, cartographiant les positions, comptant les troupes et identifiant les dépôts de ravitaillement. Ils sont passés à quelques mètres d'officiers japonais qui n'ont jamais soupçonné que les Américains à vélo étaient des éclaireurs ennemis. À 17h58, ils ont terminé leur circuit à travers Garapan et ont quitté la ville, se dirigeant vers le nord. Ils ont continué à rouler sur les vélos pendant un autre kilomètre avant de les abandonner et de retourner dans la jungle. La reconnaissance avait fourni des renseignements détaillés sur les dispositions ennemies dans tout Garapan. Les commandants de marine sauraient maintenant exactement où les forces japonaises étaient concentrées lorsqu'ils attaqueraient finalement la ville. Les 40 voleurs ont atteint les lignes des marines à 19h32. Ils avaient été derrière les lignes ennemies pendant 14 heures et avaient pénétré plus profondément en territoire japonais que n'importe quelle autre unité américaine. Au cours des 3 semaines suivantes, les 40 voleurs ont poursuivi des missions similaires. Ils ont cartographié les positions ennemies dans tout l'intérieur de ces pans, ont appelé des coordonnées pour des frappes d'artillerie, ont tendu des embuscades à des patrouilles japonaises et ont fourni des renseignements qui ont sauvé d'innombrables vies de marines. Ils ont été témoins d'atrocités japonaises. Des civils forcés de sauter de falaises plutôt que de se rendre. Des marines blessés utilisés comme appât pour des embuscades. Des prisonniers exécutés. Le peloton opérait en petites équipes, parfois pendant des jours sans contact avec les unités de marine. Ils ont souffert du paludisme, de la dysenterie, de l'épuisement par la chaleur et de maladies tropicales. Ils ont manqué de nourriture et ont volé dans les dépôts de ravitaillement japonais. Ils ont manqué d'eau et ont bu dans des cours d'eau contaminés. Le 9 juillet, lorsque Seppan a été déclaré sécurisé, les 40 voleurs avaient perdu 12 hommes tués et 9 blessés. Cela représentait un taux de perte de 56%, inférieur à la moyenne de 73% pour les unités d'éclaireurs-tireurs d'élite, mais toujours dévastateur. Les survivants étaient épuisés physiquement et mentalement. La plupart avaient perdu de 13 à 18 kg. Plusieurs avaient des fièvres paludéennes. Tous avaient vu des choses qui les hantraient pour le reste de leur vie. Mais ils avaient accompli leur mission. Les commandants de marine ont estimé que le travail de reconnaissance des 40 voleurs avait réduit les pertes globales des marines d'au moins 15%, sauvant potentiellement 2000 vies. Le peloton allait continuer à se battre à Tignan en juillet 1944, puis retourner à Seppan pour des opérations de nettoyage. Après la guerre, la plupart des membres ont lutté avec ce qui serait plus tard reconnu comme un trouble de stress post-traumatique. Beaucoup ont eu des cauchemars récurrents. Certains se sont tournés vers l'alcool. Plusieurs n'ont pas pu maintenir un emploi civil ou des relations personnelles. Le coût psychologique de leur service n'a jamais été officiellement reconnu ou traité. Frank Tachovski est retourné à la vie civile et est devenu maire de Sturgeon Bay, dans le Wisconsin. Il n'a jamais parlé de la guerre. Son fils,
Joseph n'a appris l'existence des 40 voleurs qu'après avoir trouvé la malle de son père après sa mort en 2011. L'histoire du peloton qui avait changé les tactiques du corps des marines est restée largement inconnue pendant 66 ans. Le peloton d'éclaireurs-tireurs d'élite du 6e régiment de marine a été l'une des premières unités d'opérations spéciales d'élite de l'histoire militaire américaine. Leur tactique de reconnaissance en profondeur, de mise à mort silencieuse et d'opérations indépendantes derrière les lignes ennemies allait influencer le développement des unités de forces spéciales modernes, y compris les Navy SALS et les unités de reconnaissance du corps des marines. Ils ont prouvé que de petites unités bien entraînées pouvaient accomplir des missions que des bataillons entiers ne pouvaient pas. Les 40 hommes pris dans les brigades et les détails de punition sont devenus l'une des unités de combat les plus efficaces de la guerre du Pacifique. Les marines qui les ont appelés des criminels se trompaient. C'étaient des guerriers. Si l'histoire du lieutenant Tachowski vous a ému, veuillez cliquer sur le bouton « J'aime ». Cela aide YouTube à montrer ces histoires oubliées à plus de gens qui devraient les entendre. Abonnez-vous et activez les notifications. Nous publions de nouvelles histoires d'histoires inédites tous les jours et vous ne voudrez pas les manquer. Laissez un commentaire dès maintenant et dites-nous d'où vous regardez. Êtes-vous aux États-Unis, au Royaume-Uni, au Canada, en Australie ou ailleurs? Notre communauté s'étend dans le monde entier. Vous faites partie de la préservation de ces souvenirs. Dites-nous dans les commentaires si l'un de vos proches a servi pendant la Seconde Guerre mondiale, en particulier dans le théâtre du Pacifique. Merci de votre attention. Frank Tachowski et les 40 voleurs méritent d'être rappelés. Ces hommes ont tout sacrifié pour que les générations futures puissent vivre en liberté. En regardant, en aimant et en partageant ces histoires, vous contribuez à ce que cela se produise. Ne jamais oublier,